Sarah, pourrais-tu nous expliquer la différence entre la communication violente et non violente? Oui, alors, la communication violente, c'est difficile parce que c'est à la fois quelque chose qui est perçu par la personne qui communique et par la personne qui reçoit. Parfois, il y aura dans une même interaction une personne qui jugera la communication comme violente et l'autre comme non violente. Donc c'est un peu une part de subjectif. Je pense que ce qui fait communication violente, c'est la non prise en compte de l'autre de manière générale. Ça, je pense que invariablement, ça mène à de la violence. Et oui, je pense que l'intention joue aussi. Quand on a l'intention de blesser, ça ne peut que rarement être non violent, je pense. Donc l'intention compte et la façon dont on perçoit l'autre compte. Et en même temps, parfois, on a des très bonnes intentions, on essaie d'être le plus respectueux possible et ça peut quand même être perçu comme violent. Donc c'est pas si simple, mais ça se travaille et je pense que la communication non violente, elle s'applique aussi à chaque fois au cas par cas, quoi. C'est toujours à recommencer avec la personne qu'on a face à soi et c'est pour ça aussi que je trouve que la communication est si importante, c'est qu'on ne peut pas préjuger du fait que ah si j'aborde tel et tel thème avec Alix, c'est sûr, ce sera vu comme respectueux, elle sera pas blessée du tout va bien se passer. En fait, il y a plein de choses qui vont faire écho chez toi que je ne peux pas imaginer. Donc ça peut toujours être violent, mais en tout cas, on peut mettre l'intention et les efforts pour que ça le soit le moins possible. Et, Certains continuent. et cet écho d'ailleurs que tu pourrais faire dans ce cas-ci que tu as donné fait allusion au biais de projection, c'est Par ça? exemple, oui, complètement, Qui complètement. influence nos relations sociales? Oui, 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 c'est ça. On a vraiment tendance, donc le biais de projection, c'est ça. C'est l'idée que euh, mon univers, ce que je pense, mes structures de pensée, la personne en face les partage. Et donc on a du mal à penser que ce que je dis peut ne pas être vu de la même façon. Si par exemple je pars du principe, je ne sais pas, que je suis d'une certaine religion et que je parle à la personne en face en référence à cette religion, peut-être que la personne en face n'a pas du tout la même religion et donc n'a pas du tout les mêmes codes et donc ne comprend pas ce que je suis en train de dire ou même est vexée parce que ça peut être aussi lié à divers traumas ou à diverses expériences. Donc c'est ça, biais de projection, c'est vraiment se dire on pense tous la même chose, j'y vais et on a un terrain d'entente et quand j'utilise tel concept abstrait, on a la même idée. Ça, c'est très compliqué. Et on a aussi l'idée souvent que les personnes savent mieux ce qu'on a en tête que nous, on ne sait ce qu'ils ont en tête. Là, je me dis, Alix, je sais pas trop ce qu'elle est en train de penser, mais c'est sûr qu'elle sait où je vais en venir. Exactement. Et donc, on met pas beaucoup de précision. Et moi, la première, hein, on fait des ellipses, on passe du coq à l'âne en se disant, oui, oui, la personne voit bien où je veux en venir. Pas toujours, ouais. Et alors cette communication violente et non violente, elle connaît ses débuts dans notre famille, dans notre système d'éducation. Est-ce que tu peux nous expliquer l'influence de notre système d'éducation sur notre manière d'interagir avec autrui? Oui, alors ça, il y a plusieurs niveaux. Il y a déjà le niveau de l'attachement. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très fort travaillé en psycho. L'idée que quand on est dans un système qui sécurise l'enfant, qui fait en sorte que ses besoins sont entendus et que les personnes essayent de les combler, ça mène vers un attachement qu'on appelle plus sécure. En tout cas, en théorie, c'est censé se passer comme ça. Et donc, ça va mener à plus de confiance aussi de l'enfant vers les autres et une plus grande facilité à passer du cocon vers l'exploration, d'aller vraiment de la sécurité à l'exploration en va-et-vient. Quand l'enfant n'est pas dans un environnement très sécure, que par exemple les figures d'attachement ne sont pas très prévisibles et que l'enfant ne sait pas en fait s'il exprime un besoin, ce sera bien reçu ou si au contraire on va l'ignorer ou on va réagir de manière violente, il y a une moindre confiance qui va s'instaurer et l'enfant peut réagir de plusieurs façons. Mais ça peut être par exemple en réprimant ses besoins, parce que comme ça on est sûr qu'il n'y arrive rien de mal. Ça peut être en les exprimant encore plus fort, de manière encore plus violente. Voilà, ça peut être différents niveaux, mais c'est sûr que ça, l'attachement, c'est un premier point. Et puis, même dans un attachement sécure, où on répond aux besoins de l'enfant, etc., la communication en tant que telle peut malgré tout ne pas être exempte de violence. Notamment, c'est qu'avoir des messages paradoxaux envers les enfants, je pense que c'est quelque chose qu'on entend très souvent, typiquement l'ironie, etc. Les enfants ne comprennent pas directement le second degré, c'est quelque chose qui se développe, bien sûr, Effectivement. et donc ça peut aussi perturber et mener à des pensées comme on se moque de moi ou je ne comprends pas, etc. Et donc oui, il y a vraiment les deux aspects, quoi. Il y a le côté attachement et puis il y a le côté communication pure où ça peut être compliqué pour l'enfant de se dire en fait si je dis un truc on va vraiment bien le comprendre parce que moi quand on me dit des trucs je comprends pas. Mm.
Quels sont les 4 piliers très importants de la communication non violente? Oui, alors ça, c'est que, du coup, on en avait discuté, hein, mais c'est donc Marshall Rosenberg qui est vraiment à l'origine de la communication non violente. Il a écrit un super bouquin qui sont les mots sont des fenêtres ou alors ils sont des murs, quelque chose comme ça, vous trouverez. Et ça explique bien sa façon de développer un petit peu tout ça. C'est parfois vu comme utopiste, et je pense que quand c'est l'individu versus un système, c'est que ça peut être compliqué, mais là, je parlerai que dans les interactions vraiment de personne à personne. Donc les 4 piliers, on appelle ça le OSBD. C'est un personnage, on prend un personnage, avec la tête c'est le O pour l'observation, le cœur c'est le S pour les sentiments, le ventre c'est le B pour les besoins, et puis les jambes, les pieds, c'est le D pour la demande, pour l'action. OSBD. L'idée, c'est que quand on est en communication, et notamment en conflit, on peut d'abord observer. C'est vraiment regarder ce qui se passe et se dire, ok, une personne a dit ça, une autre a réagi comme ça, vraiment factuellement, pas émettre de jugement de cette personne a hurlé sur une autre, etc. Non, on peut dire, elle a parlé fort en utilisant tel mot. Voilà. On observe factuellement ce qui s'est passé. Et puis on descend un cran en dessous, on va dans le S, les sentiments, et on cherche un peu ce que ça fait vibrer en nous. Ah, je me suis sentie un peu effrayée, je me suis sentie frustrée, je me suis sentie, voilà, différents sentiments qui sont très importants à pouvoir d'ailleurs distinguer les uns des autres pour vraiment aller au cœur de l'histoire. Et quand on descend encore un cran en dessous, il y a les besoins, parce que quand on éprouve des sentiments, c'est qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Si je me sens frustrée, par exemple, c'est que peut-être mon besoin de reconnaissance n'est pas comblé, ou que mon besoin d'être reconnu ou d'appartenir, voilà, plein de besoins. Et puis la dernière, c'est la demande. Donc là, c'est de se dire, ok, vu ce que j'observe, vu ce que je ressens, vu les besoins qui n'ont pas été comblés, qu'est-ce que je fais pour que la situation se règle ou que ça n'arrive plus. Voilà, ça c'est un peu l'idée du OSBD. Et donc communiquer ça à l'autre pour vraiment amener les faits en disant, mais ça c'est moi, c'est dans mes lunettes ce que j'ai vu. Est-ce qu'on pourrait dire que la prochaine fois on fait ça comme ça? Et puis on en discute. Ce qui m'interpelle dans ce que tu viens de dire, c'est que cette communication place énormément. Enfin, ce qui m'interpelle dans ce que tu dis, pardon, c'est que ça laisse beaucoup de place à la parole et donc à l'interprétation. Et est-ce que la communication passe d'office forcément par cet échange de paroles? Ah, alors, oui, les systémiciennes le disent très bien, on ne peut pas ne pas communiquer, on communique constamment, même quand on veut ne pas communiquer, souvent on communique qu'on ne veut pas communiquer. Au niveau non verbal, on est tout le temps en train d'indiquer quelque chose. Si je suis les bras croisés à regarder ailleurs, peut-être que je communique que je suis dans ma tête et que j'ai envie qu'on me laisse tranquille. Voilà, on communique tout le temps, et c'est que le langage, c'est un grand... c'est à la fois une super richesse et un méga piège parce que il est restreint. Quand on essaye de dire quelque chose, on n'a que les outils langagiers pour essayer de communiquer. On a aussi les outils non verbaux, bien sûr, mais ça reste très limité. Et donc souvent, on a en tête ce qu'on a envie d'exprimer. Ce sera différent de ce qu'on exprimera, ce qui sera différent de ce que la personne recevra. C'est vrai qu'il y a plein de bruit, plein de marge d'incompréhension là-dedans. Et donc, c'est tout un jeu, c'est une danse. Et vraiment, il faut arriver à danser ensemble malgré ces difficultés-là, quoi. Effectivement. Et d'ailleurs, par rapport à cette difficulté-là, imaginons supposé dans une relation, donc relation par rapport à l'autre, donc ça peut être amicale ou amoureuse ou même familiale, quand est-il nécessaire en fait de communiquer verbalement? Hmm. Ça, c'est une super question à laquelle j'ai une réponse très frustrante, mais c'est que ça dépend. Ça dépend vraiment des personnes et des situations. Pour ça, j'ai trouvé ça très intéressant en psychologie de la négociation aussi, cette idée que quelle que soit la situation, quand on a des idées, des besoins, etc., qui ne se ressemblent pas, parfois la seule solution, c'est d'arrêter les frais. Ça peut arriver. Et donc parfois, la communication n'est plus nécessaire parce que c'est aller trop loin. Quand est-ce qu'elle est nécessaire? Ça, c'est que c'est une grande question que je me pose aussi. Est-ce qu'on peut trop communiquer? Je ne sais pas. Ça, c'est libre à interpréter. Pour moi, ça devient nécessaire quand quelqu'un en fait ne se sent plus complètement confortable, quoi. Quand il y a quelque chose, quand il y a une gêne, quand il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et en même temps, en fait, on pourrait même communiquer en dehors de ça. Oui. Alors, c'est vrai que là, on peut retrouver la différence entre la communication un peu sur le contenu de la communication et puis sur la relation. Quand on dit quelque chose, il y a et le contenu, je te dis oh, tu es très jolie aujourd'hui. Ça, c'est le contenu. Et la relation, ça pourrait être ah, ben j'ai envie que tu m'apprécies, donc je te dis ça.
Ça peut être aussi de dire à un enfant, ah ben comme d'habitude, tu n'as pas fait tes devoirs. Au niveau contenu, c'est ah ben tu n'as pas fait tes devoirs. Au niveau relation, c'est je me place en personne supérieure et je te dis quoi faire, et je me place en moraliste. Donc il y a ces deux aspects-là. Et donc la communication peut parfois être nécessaire aussi simplement pour le niveau relation. Donc ça c'est quand il y a une gêne, mais ça peut être aussi pour le niveau contenu simplement parce que ça, les êtres humains dépendent les uns les unes des autres et donc on a souvent besoin de communiquer juste pour dire passe-moi le sel. Il n'y a pas d'inconfort, c'est juste ah, j'ai envie de ça. Donc ça peut toujours être intéressant de communiquer, tout en respectant les besoins des autres. Je pense que c'est ça. Parfois, communiquer n'est pas conseillé parce que la personne a besoin d'autre chose, d'espace, de temps seul. Effectivement, et puis ça peut même se traduire par exemple par des mécanismes de défense, comme par exemple, je prends l'exemple de la fuite, de la fuite. On a beau véhiculer, enfin, peu importe le message, s'exprimer à propos de quelque chose qui ne nous convient pas, imaginons dans une relation amoureuse, l'autre peut très bien prendre la fuite à ce moment-là parce que pour X ou Y raison. Donc à ce moment-là, c'est l'histoire de trouver un peu un équilibre entre j'interprète cette action, la fuite, le fait qu'il prenne ses distances, il répond pas, qu'est-ce qui se passe, aussi le risque de le prendre personnellement, de dire que c'est à cause de soi, oublier même que notre message, c'est ce qui compte le plus, c'est pas notre personne, et donc c'est très compliqué parfois de trouver cette espèce d'équilibre. Il y a tellement de choses, plus les biais cognitifs en plus qui viennent influencer la relation, donc j'ai l'impression que c'est quand même complexe finalement de trouver la différence entre le contenu, la relation aussi. Oui, et c'est vrai que pour moi, ce qui aide vraiment, pour moi, dans le OSBD, c'est vraiment le B, le besoin. Je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas contredire quelque part. Si quelqu'un me dit, c'est vraiment ce besoin-là, je sens qu'il n'est pas comblé, c'est un fait, je dois le prendre comme tel. Et peut-être que c'est pas moi qui serais capable de le combler, mais en tout cas, ce besoin, il est là, il a besoin d'être entendu. Ça peut être parfois un besoin de se sentir connecté, simplement. C'est beaucoup, en tant qu'être humain, on a vraiment besoin de se sentir connectés les uns les unes aux autres. Et parfois, une personne aura besoin d'une grande connexion, une autre aura besoin, au contraire, d'un sentiment de liberté, d'indépendance. Là, parfois, c'est que c'est d'autres acteurs qui devront remplir ce besoin de connexion, par exemple, pour la personne qui a besoin de connexion. Donc oui, je trouve que les besoins, ça aide vraiment aussi à mettre les choses sur la table, à se dire, ok, comment on se situe les uns les unes envers les autres avec tous ces besoins qui sont là? Comment on fait en sorte que tout le monde soit à l'aise, comblé, sans obliger personne à faire ce qu'il ne veut pas faire? Et donc, est-ce que la communication non violente permet d'éviter le conflit à chaque fois? Oh non. Déjà, je pense que la communication non violente est particulièrement intéressante quand il y a conflit. Souvent, j'ai l'impression que c'est à ces moments-là que ça peut être intéressant de mettre au devant. Parce que quand il y a conflit, souvent, justement, c'est les sentiments, les émotions qui vont prendre le dessus sur le reste et qui vont se transformer en reproches. Je me sens amère, je ne sais même plus faire différence dans mes sentiments, donc je vais juste dire toute la faute, c'est toi. Voilà. Et ça peut se traduire par le fait d'être agressif, mais aussi par la fuite. Parfois, c'est ce que ça veut dire aussi. Et donc, oui, je pense que dans les conflits, c'est hyper intéressant. Et parfois, les conflits se régleront par une cassure. Donc, c'est ça. Ça ne veut pas dire que parce qu'on utilise la communication non violente, la CNV en conflit, tout le monde en ressortira super content. Parfois, juste, tout le monde en sortira insatisfait, mais sans brisure, quelque part. Oui. Ça ne sauve pas toutes les relations. C'est juste une façon d'essayer de vivre ensemble de manière la moins chaotique, la moins blessante. Je pense que c'est aussi vraiment toutes des questions de consentement, quoi, de se dire quels sont les besoins qui sont à remplir, est-ce que les personnes sont prêtes ou pas, et si elles ne consentent pas, parfois les relations se terminent, et voilà. Est-ce que pour, on va dire, mieux communiquer avec l'autre, il est important de passer par d'abord la communication avec soi-même? Je prends l'exemple encore une fois, une relation amicale, deux amis, il y a une problématique, et l'un veut expliquer la chose à l'autre, son opinion, veut l'exprimer, mais le fait sous le coup de la colère. Donc le message quelque part est attentionnel, je veux dire, il y a quelque chose il souhaite régler, la personne souhaite régler le problème, mais dans la manière dont il va procéder, il y a cette petite distance qui va se créer par la suite entre eux, qui va créer finalement une des conséquences. Et donc, comment est-ce que la personne peut mieux communiquer? Ça, justement, je pense que c'est l'importance de prendre en compte toujours l'autre aussi. Je pense que c'est hyper important de prendre en compte ses besoins, là, maintenant, de se dire, ok, là, ce que cette personne vient de dire, je suis pas du tout d'accord et j'ai envie de pouvoir m'exprimer, dire ce que je pense sur ce sujet. Et en même temps, de prendre en compte le fait que la personne en face, peut-être c'est pas une bonne journée, peut-être elle a pas envie. Donc,
aussi parfois de juste prendre des pincettes et de juste voir aussi la réaction de la personne. Je peux commencer à dire, ah ben tiens, ce sujet que tu viens d'amener, moi je pense tout à fait différemment et je peux repérer si l'autre personne commence à se refermer, etc. Et on peut faire une pause, on peut méta-communiquer, communiquer sur la communication et dire, tiens, je sens en fait que tu es un peu crispé. Bon, ben peut-être qu'on ne partage pas le même avis, peut-être que tu préfères qu'on en parle à un autre moment. Je pense que c'est vraiment d'être à l'écoute aussi de ce que la personne reflète, quoi. Et ça, c'est que ça demande du travail, hein, c'est que ça prend déjà beaucoup, beaucoup de temps d'être à l'écoute de soi-même, donc arriver à être à l'écoute de soi et de l'autre, ça prend du temps, mais c'est faisable. Oui. C'est faisable. Pour engager cette communication ensemble, c'est super important finalement. Exactement, ouais. Et alors, on pourrait éventuellement tous tomber dans le piège d'inverser la brutalité et l'authenticité dans notre dialogue. Se dire, bah, je dis les choses comme je le dis, parce que je suis comme ça, je suis en colère, je suis stressé, anxieux, embêté. Et donc, c'est finalement, où est-ce qu'on trouve cet équilibre entre l'authenticité et la brutalité dans la communication? Ouais, ça, c'est une grande question aussi parce que on n'a pas tous la même perception de ces concepts. Et pour une personne, être franc, c'est dire des choses tchic-tchac. Et pour une autre personne, ce serait extrêmement violent. Bon, il y a ce côté-là qui est difficile. C'est on perçoit les choses différemment. Néanmoins, je pense que, ben, à nouveau, il y a la notion d'intention. Quelle est mon intention? Est-ce que c'est vraiment de donner mon avis, point barre, et tant pis si la personne le prend mal? Ou est-ce que l'intention, c'est plutôt d'arriver à partager quelque chose de soi, en faisant en sorte que la personne puisse le recevoir de manière douce, respectueuse? Je pense que si on n'arrive pas à y réfléchir a priori, de se dire... ok, parce que c'est vrai que ça paraît très compliqué aussi quand on lit comme ça, quand on pense à l'OSBD, etc. On se dit oui, mais alors on parle plus jamais parce qu'on n'est que dans sa tête. On peut parfois aussi a posteriori se dire ah bon, j'ai dit ça, je voulais te dire un petit peu ce que je pensais là-dessus, je voulais être franc et transparent avec toi, je vois que tu le prends mal, ben parlons-en, quoi. Donc, c'est ça. Pour moi, il y a aussi toujours moyen de revenir, de méta-communiquer. Mais donc, oui, authenticité, brutalité. Pour moi, la brutalité, souvent, c'est que soit l'intention est de blesser, soit il y a un manque d'écoute ou... Ouais. Donc, comme tu dis, alors, si j'ai bien compris, dans une communication, l'un des éléments les plus importants, c'est de partager l'intention derrière notre message, alors. Je pense que ça peut aider. Maintenant, c'est que ça peut parfois aussi faire l'objet de manipulation. On peut très bien dire ah mais c'était pas pour te vexer, juste tu ressembles à rien du tout dans ta robe. Voilà, ça c'est aussi arriver à soi-même se poser la question de bah, qu'est-ce que ça m'apporte moi de dire à cette personne que cette robe est affreuse. Est-ce que c'est vraiment important de partager ça? Est-ce que c'est juste voilà. Donc c'est se poser la question soi-même de sa motivation, pas forcément la verbaliser, mais au moins soi-même déjà d'abord de se dire est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est quelque chose qui apportera un élément dans notre relation positif ou pas. Enfin oui, je pense que oui, d'abord se poser la question à soi, c'est pas mal. Et puis quand on a été déjà dans la discussion, quand on a déjà dit à cette personne que sa robe était affreuse, c'est parfois de dire oh pardon, c'est que moi aussi ça m'aurait peut-être super fort vexé, mais je me suis dit que ben, peut-être tu voulais avoir mon avis. Je sais pas comment rattraper un truc comme ça en réalité, mais bon, j'imagine que ça peut se discuter entre amis en fonction de comment chacun perçoit la franchise. Ouais. Et en fonction bien évidemment de chacun, est-ce que quand même, quelque part, tu conseillerais à chacun, en tout cas, de prendre un temps vraiment seul avant d'aller vers l'autre pour communiquer l'idée justement qu'on veut partager pour améliorer la situation ou en tout cas la faire avancer? Alors en cas de gros conflit, je pense que ça peut pas faire de tort de prendre un petit temps de recul en tout cas. Quand on est dans des situations de crise, que ce soit rupture amicale, amoureuse ou même quand c'est un peu moindre, mais quand on est dans des grandes difficultés, je pense qu'effectivement prendre un temps pour soi-même réfléchir à qu'est-ce qui fait que là, moi je me sens mal parce que souvent c'est des situations qui génèrent de la souffrance même aussi au niveau de l'individuel. Pour moi, il y a l'entité de chaque personne, par exemple Alix et Jean-Benoît qui seraient en conflit, et puis il y a vraiment l'unité des deux, quoi. Et de se dire, ok, est-ce que moi je souffre parce que je sens que l'entité elle souffre, ou alors je souffre parce que je sens que dans cette entité, moi je suis écrasée et que j'ai l'impression que ça me fait pas du bien. Vraiment essayer de dépatouiller, qu'est-ce qui fait que là, moi je me sens pas très bien dans cette relation, et d'arriver à le communiquer justement d'une manière qui soit nous semble respectueuse, et en espérant que ce soit aussi le cas pour l'autre, quoi. Et d'être ouvert au fait que dans le fameux OSBD, même notre demande, on va la poser de manière la plus pratique possible, la plus concrète possible, la plus bienveillante possible, mais peut-être qu'on aura un non face à nous, et ça, il faut pouvoir aussi l'accepter, quoi. Et d'ailleurs, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, est-ce que ça s'applique aussi par rapport, dans un rapport parent-enfant? Hmm. Ah, ça, c'est que la parentalité, j'ai
plein de belles idées dessus, mais je n'ai pas d'enfant et je trouve que c'est très compliqué parfois aussi de s'aventurer là-dedans parce que je me doute bien d'à quel point ça doit engendrer des complications que je n'imagine même pas. Euh, Maintenant, je pense que c'est très important, en tout cas, oui, de pouvoir essayer de communiquer de la manière la plus respectueuse possible aussi avec son enfant, déjà pour son développement et pour la relation qu'on a l'un avec l'autre, parce que, hmm, ouais, ben, on le sait, hein, de plus en plus, les sciences le montrent, les enfants captent énormément de choses, et donc je pense que de pouvoir être le plus, ouais, le plus humble possible aussi avec l'enfant en étant capable de soi-même reconnaître ses erreurs. Je pense que c'est très important pour que l'enfant puisse en être capable aussi après. Donc oui, je crois que c'est très important, même s'il y a aussi tout un rapport où ben, l'enfant n'est pas encore tout à fait apte Exact, aux ouais. différents âges de sa vie, de savoir ce qui est bon pour lui, et donc le parent a quand même ce rôle-là de pouvoir le protéger à ce niveau-là. Mais je pense que ça peut être conciliable, Surtout qu'un enfant fait, enfin, prête beaucoup attention à la manière dont le message est communiqué. complètement. Et bah, même nous, les êtres humains, nous sommes des enfants juste qui ont grandi, bien évidemment. Nous Mhm. restons quelque part des grands enfants. Nous avons appris bah, les normes, etc. à cet âge-là aussi, enfin, certain âge. Donc c'est très important. Parfois, dans certaines relations, même, on va faire plus attention à la manière dont l'autre nous a communiqué son idée plutôt qu'au message. Et ça, parfois, c'est ce qui gâche les relations, c'est la manière qui a Ouais, été ouais. utilisée et non le message. C'est ça, complètement. Et c'est vrai que c'est ça. Pour les enfants, je pense à quelque chose, oui, que aussi si nous-mêmes on communique de manière la plus non violente possible avec les enfants, mais peut-être que eux elles-mêmes, ce sera un super exercice pour eux, pour elles, quoi. Ouais. Et du coup, on pourrait faire un lien avec l'importance de l'intelligence émotionnelle alors dans nos relations, dans Ouais. l'expression aussi de nos idées au sein d'une communication. Oui, complètement, notamment dans le fameux niveau des sentiments, d'arriver à bien faire la différence entre nos différentes émotions. C'est que l'intelligence émotionnelle, c'est à la fois savoir reconnaître nos propres émotions, arriver à les moduler. On ne sait pas complètement contrôler nos émotions. Elles viennent, elles sont là, mais on peut un peu apprendre à réguler comment elles se manifestent, à quel moment aussi on choisit de les exprimer. Ça, c'est une chose. Et ça concerne aussi les autres. Arriver à repérer un peu les émotions chez les autres, même si ça demande souvent clarification, vu qu'on lit parfois mal les émotions des autres. Mais donc oui, l'intelligence émotionnelle, ça permet de faire un peu le tri dans ses propres sentiments et d'arriver à percevoir aussi ce qui se passe chez l'autre pour se dire, tiens, il y a tel signe dans son comportement, peut-être que là, il y a quelque chose à discuter. Ouais. Bon, moi, je suis très pro-communication, hein, donc forcément, c'est un peu ma solution, pas forcément la solution, mais en tout cas un outil. Donc oui, l'intelligence émotionnelle, ça permet de fluidifier un peu les communications, d'arriver à soi-même mieux exprimer ce qu'on a envie d'exprimer et de mieux recevoir ce que l'autre essaye de communiquer. Et bien sûr, ça se travaille, l'intelligence émotionnelle, comme l'intelligence de manière générale. C'est des choses qui s'acquièrent, qui se travaillent. Mais justement, comment est-ce que ça se travaille l'intelligence émotionnelle, Sarah? Ouais. Très bonne question, Alex. Je crois que ça demande un peu de temps de soi à soi, d'arriver à voir un petit peu comment se manifestent déjà nos émotions. Il y a vraiment une question classique chez les psys, c'est où est-ce que tu ressens ça dans le corps? Et en même temps, je trouve que c'est très intéressant, ce rapport au corps, justement, et de voir un peu comment on a des tensions, etc., dans le corps, qu'on ne met pas forcément en lien avec des émotions, alors que le corps est très, très en lien avec les émotions. On n'a pas seulement un corps, on est notre corps, et donc je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à explorer là-dedans en psycho. Mais donc d'arriver à voir un peu quelles sont les émotions qu'on ressent, comment elles sont ressenties, comment on les manifeste et comment on les laisse parfois prendre empire sur nous complètement. Je trouve que c'est vraiment des choses qui se travaillent petit à petit, vraiment en fonction des situations. Se dire, tiens, je pète systématiquement un câble quand il se passe ceci, cela. Qu'est-ce qui fait que c'est à ce point-là insupportable pour moi? Quelle est l'émotion vraiment que je mettrais là-dessus? Quel est le besoin? Enfin oui, je pense que c'est beaucoup de questions à se poser à soi-même au fil du temps. Et aussi à demander aux autres si on a la possibilité, si on a un entourage safe, de voir un petit peu, bah, tiens, toi, comment tu le ressens justement quand, dans ma vie de tous les jours, je peux parfois avoir tel ou tel comportement. Et voilà. Surtout l'importance des mots, on n'a pas tous le même vocabulaire ou la Ouais. richesse au niveau de ce vocabulaire émotionnel. Ouais. Où est-ce qu'on peut trouver finalement des ressources pour ça? Ah, je vois que tu t'y connais, c'est très bien. Mais oui, complètement. C'est que ça, mais il y a plein de ressources sur Internet hein, maintenant, et notamment c'est que la communication non violente, souvent, mais comme justement il y a ces différents niveaux avec le S, le B, il y a beaucoup de listes de sentiments, de besoins. Il y a notamment des jeux de cartes, des plannings familiaux. Je crois que c'est les centres pluralistes des plannings familiaux qui ont des jeux de cartes besoins et émotions et qui permettent un peu de se dépatouiller, quoi. Il y a aussi les roues des émotions où on peut un peu voir, ok, il y a la colère, ça c'est une grosse émotion qu'on connaît tous, mais qu'est-ce qu'il y a au sein de la colère? Les différentes gradations. Il y a
il y a par exemple il y a l'amertume, mais il peut y avoir aussi vraiment la rage, il peut y avoir euh, un sentiment un peu de revanche. Il y a plein de nuances, et donc ça, je pense que c'est aussi un apprentissage, d'arriver à se situer un petit peu sur la roue et de voir un peu justement quelle situation génère quelles émotions. Est-ce qu'il y en a qui sont plus présentes que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui sont jamais présentes? C'est toujours intéressant de se poser la question. Donc là, jusqu'ici, si j'ai bien compris, donc je prends à chaque fois l'exemple, je prends mon exemple, si je suis dans une situation conflictuelle avec une amie, supposons, une problématique, en parlant avec elle, je ressens, imaginons, de la colère. Donc au lieu de me tromper entre la brutalité de l'expression et l'authenticité et de rejeter ma colère sur elle au niveau de mon message, peut-être prendre le temps, moi, de digérer ma propre colère par rapport à moi-même, parce qu'elle n'y peut rien, c'est pas elle qui a causé ma colère, c'est mon rapport avec la problématique. Prendre le temps déjà de digérer ça et puis revenir avec elle avec des expressions, des mots pour lui expliquer alors que ce que j'ai ressenti, ben, c'est passé par la colère pour justement éviter de rendre encore plus la relation conflictuelle alors que c'est pas forcément la relation, c'est la problématique qu'on rencontre dans la relation qui est conflictuelle. Oui. C'est ça, Je plus ou dirais moins? qu'à nouveau, il y a ça dépend, hein, bien Ça sûr. dépend, oui, Je bien pense que évidemment. Attention, ça dépend. C'est juste un exemple, Ouais, ouais, bien bien sûr. sûr. Je pense que par exemple, si tu es en colère parce que cette personne est en train de complètement dépasser tes limites ou Oui. quoi, parfois c'est légitime aussi d'exprimer cette colère et de se défendre. Parfois, Mhm. c'est intéressant. Donc je pense que c'est toujours aussi à évaluer en fonction de comment on se sent en Bien sécurité, comment on sûr, se oui. sent respecté, etc. Mais Oui. oui, je pense que c'est très intéressant, effectivement. Aussi, parfois, de simplement le verbaliser, de dire à sa copine, bah, écoute, là, je suis vraiment sur les nerfs, j'ai besoin d'un peu de temps, c'est pas contre toi, mais je reviendrai vers toi. Je pense que oui, c'est toujours une possibilité, effectivement. Ouais. Et je dirais aussi que oui, il y a toujours aussi ce rapport de qu'est-ce qu'on contrôle Mhm. pas. On contrôle pas ce que notre ami va nous dire et pas forcément ce que ça va générer en nous, mais on contrôle la façon dont on va réagir, ça c'est sûr. Et parfois on a plus ou moins d'impulsivité, on a plus ou moins de Oui. patience, Oui. c'est sûr. Mais si on arrive à avoir justement ce petit moment de ok, qu'est-ce que je fais? Parfois, c'est que ça aide à faire un petit peu plus avec ce qui est aligné avec nos valeurs et avec ce qu'on a C'est envie ça. de faire. Et puis c'est même à ce moment-là qu'on peut lâcher des phrases qu'on va regretter Ouais. Mhm. plus tard et puis on se rend compte que c'était sous le coup de la colère. Mais allez, c'est quand même dommage qu'une émotion prenne autant de place dans la relation, quoi. Oui, Et chez certaines personnes, et d'ailleurs même c'est encore un biais cognitif, on retient plus souvent le négatif que le positif. ouais, 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 complètement bien négatif. Ça marque énormément. Bon, c'est en lien avec notre enfance aussi, parfois, mais on va pas venir, c'est pas le sujet de Ça peut toute la être vidéo. très long, mais Ça peut être très vague, c'est vrai. c'est sûr. Mais Si on là, arrive. c'était juste un exemple, hein, Mhm. Ouais, un ouais, ouais. exemple bien évidemment, parce que parfois même, ben, comme tu disais, c'est très intéressant, respecter ses propres limites aussi, c'est partir parfois. C'est couper court, justement, Ouais, éviter toute communication dans certaines situations et simplement se choisir soi. c'est complètement. Et c'est que c'est parfois difficile hein, de se dire bah, est-ce que je suis dans la fuite ou est-ce que je me protège? Oui. Ça, c'est vraiment à réfléchir avec soi-même aussi. Mais oui, parfois, c'est juste de la survie ou du prendre soin de soi, de couper la communication. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que peu importe notre éducation, quelque part, attention, bien évidemment, ça dépend, mais peu importe notre éducation, dans l'idée, on est tout à fait capable, une fois même à l'âge adulte, de travailler alors notre communication et enfin, notre intelligence émotionnelle alors. Toujours. Moi, je Oui, crois qu'on donc est oui, toujours prêt à développer ces différentes compétences. Et c'est des compétences oui, qu'on peut travailler complètement. ok. À la place de dire par exemple, écoute, j'ai jamais été habituée à ça, donc je suis comme je suis. C'est ça, c'est une Oui, très très belle excuse de dire ah, c'est ma personnalité. Il y a aussi des compétences à acquérir. Oui, 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 parce que complètement. ça peut même, par exemple, passer par l'écoute pour une personne qui a du mal peut-être à communiquer verbalement. Juste à travailler son attention, son écoute, l'interprétation, puis peut-être prendre le temps d'y réfléchir, revenir. Ça peut même être par écrit aussi. Il y a peut-être des personnes au début, l'oral, c'est craintif pour eux, c'est un obstacle. Mhm. Il y a les mots par écrit aussi qui comptent. Oui, oui, oui. Et c'est ça que pour moi, c'est vraiment au cas par cas parce que parfois, la communication non violente, pour certaines personnes, ce sera aussi d'arriver à faire comprendre que certains gestes, certains mouvements, ça veut communiquer quelque chose aussi, quoi. Il y a des personnes qui vraiment, quand elles se sentiront embarrassées d'avoir dit quelque chose de blessant, juste, elles vont juste un peu incliner la tête et c'est aussi d'arriver à transmettre ça à l'autre et de dire que mince, j'aurais pas dû, je suis désolée. C'est une façon de l'exprimer. Voilà, il y a aussi plein de façons d'arriver à communiquer, même avec des personnes pour qui c'est pas du tout évident à la base. Voilà, ça s'apprend. Et ça qu'on peut avoir des très belles relations avec des personnes avec qui on communique assez peu verbalement, mais assez bien au niveau corporel, gestuel.
Et alors peut-être une petite question par rapport aux limites. Comment est-ce qu'on sait qu'on s'est fixé des limites? Comment se fixer des limites Oui, dans une relation? oui. Mais ça, c'est ce que j'aime beaucoup dans donc, la thérapie centrée sur la personne de Rogers. On appelle ça aussi la thérapie expérientielle. C'est vraiment se dire, OK, qu'est-ce que j'expérimente moi dans mon corps? Qu'est-ce que j'expérimente dans ma tête, dans ma vision du monde, dans la façon de vivre la vie? Pour moi, les limites, c'est vraiment un peu ça. C'est savoir vraiment reconnecter avec le sens de soi de là, je me sens bien, je me sens intègre, je me sens pleine, je me sens complète, versus il y a quelque chose qui chipote. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut développer peu à peu. C'est pas un cadeau qu'on a tous hérité en étant enfant, de se sentir bien, serein, complet, notamment avec tous les soucis d'attachement, mais plein d'autres choses aussi. Mais je pense que d'arriver à expérimenter ça, expérimenter le fait de se sentir aligné, ça permet vraiment, après coup, de voir tous les moments où ça vacille. Je pense que c'est vraiment une expérience hyper intéressante et qui peut apprendre à se vivre. Parfois, on a l'impression vraiment d'être dans une barque où on tourne, on n'arrive pas à trouver ce sentiment, mais ça s'apprend. Et tant qu'on ne l'a pas trouvé, on peut aussi quand même se fier à nos tensions, même à notre instinct quelque part, de sentir un peu, tiens, là, il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce que c'est? Et de vraiment réfléchir à est-ce que c'est parce que la personne m'a dit telle phrase ou parce que justement elle ne va pas regarder ou vraiment d'arriver à étudier ça un petit peu à Et travers ça la prend du situation. temps aussi, hein. Oui, On doit se complètement. laisser du temps, on n'a pas toujours les réponses directement, et c'est pour ça d'ailleurs que même dans une communication entre deux individus, je prends l'exemple, c'est juste parfois trop tôt, tout simplement, d'être assis l'un à côté de l'autre ou l'un en face de Mhm. l'autre et de communiquer, c'est parfois juste trop tôt. On n'a pas toutes les réponses, et puis si on essaye à chaque fois de trouver un moyen de communiquer pour être dans le bon ou dans le juste, on peut se louper parfois par rapport à certaines informations, ça crée de la rancœur, ça crée peut-être même une phase de déni pendant un petit moment par rapport à une Mhm. certaine situation, puis la relation a avancé, qu'elle soit encore une fois amicale, familiale ou autre. Revenir sur le passé, c'est aussi un peu complexe. Enfin, je veux dire, Mhm. c'est. Oui, c'est ça. Je trouve qu'on devrait vraiment s'accorder beaucoup plus d'indulgence envers soi, envers les autres, de se dire ben, les limites, c'est quelque chose qu'on travaille tout le temps, c'est fluide déjà, donc il faut toujours un peu rappeler. Mais c'est comme pour le consentement d'ailleurs. Les consentements, c'est avec les limites, c'est vraiment ce truc de redemander, réactualiser régulièrement. Ok, est-ce que ça va toujours? Est-ce que ça convient Ça. toujours? C'est vraiment quelque chose à toujours retravailler. Et ça paraît énorme, mais c'est aussi des choses qu'on apprend petit à petit, quoi. Ok, checker que c'est toujours bien, la relation ça va toujours. Là, ça fait X mois qu'on ne s'est pas vu, tiens, est-ce que ça va toujours? Est-ce que toi, ça te convient? Ouais, faire des petits checks, quoi, être sûr que l'autre ça va, que nous ça va, d'arriver à le communiquer, à accepter la communication de l'autre et de voir un peu comment on se situe. Si l'autre nous dit, ah ben là vraiment j'ai l'impression de me sentir déconnectée de toi, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je me sens de faire? C'est ouais, sur le temps long de voir ouais, ce qui fait se sentir ouais, un peu plus en accord avec soi. Ouais. Et n'oubliez pas que les mots résonnent. Ça, c'est quelque chose, j'insiste quand même là-dessus. Même si on est en face d'une personne qui a l'air d'être fermée émotionnellement, qui a l'air d'avoir du mal peut-être aussi à exprimer dans son non-verbal les émotions et les réactions, elle écoute quand même, elle entend certains mots et donc peut-être même lui poser la question sans attendre de réponse forcément. Ça peut aussi lui envoyer un message qui est très important, comme par exemple si je te demande est-ce que tu vas bien, est-ce que ça a été cette semaine, bah, elle pourrait la traduire comme bah, cette personne fait attention à moi, je compte pour elle. Et ça peut juste valoir bah, tellement de choses dans la vie de quelqu'un, juste une question, même sans réponse, juste une question. Ça fait C'est du ça. bien, sincèrement. Et alors, je voulais quand même poser quels sont les pièges à éviter quand on essaye d'ouvrir un dialogue. Hmm, Je crois que je crois que c'est peut-être de sentir que soi-même on sait ce dont on a besoin, ce dont l'autre a besoin, on est sûr, ou de croire qu'on est sûr que l'autre sait. Je pense qu'il faut vraiment accepter cette idée qu'en fait on ne sait jamais tout à fait et qu'en Ouais. fonction des contextes, des jours, des situations, ben, telle évidence ben, ne sera plus tout à fait une évidence. Et peut-être que ce jour-là, en fait, ça ce serait trop difficile pour nous ou que ce sera trop difficile pour la personne en face. Et donc d'accepter cette part d'incertitude et de faire avec quoi. Je pense que c'est vraiment un piège de se dire que dans tous les coups, ça va se passer, ça va assurer que ah, c'est bon, on va pas se vexer pour des bêtes trucs. En fait, parfois, il y a des petits cailloux qui viennent se mettre dans les chaussures et ça peut faire des énormes boules de neige. Je pense que vraiment de pouvoir être ouvert au nouveau, quoi, au fait que en fait, la situation change et que
c'est d'autres modalités qui vont entrer en jeu. Je pense que oui, ça demande vraiment une adaptation, quoi, une flexibilité. Et alors, il y a d'autres biais cognitifs aussi qui entrent en jeu, comme le biais cognitif ici, l'effet Dunning-Kruger. Oui. Tu le connais? C'est-à-dire, plus on a peu de connaissances sur un sujet et plus on pense savoir, généralement. Mhm, mhm. Oui, oui, oui. Ah, ça, c'est que... ben, c'est un biais qui peut ne pas poser de problème dans certains cas. Par exemple, moi qui ne sais pas du tout chanter, dès que je suis en karaoké, je me sens plus, je me sens trop forte. Bon, dans ces cas-là, c'est pas très grave. Ce qui est plus grave, c'est quand on essaye d'influencer les personnes, par exemple, sur des sujets qu'on ne maîtrise pas, ou oui, ça c'est parfois compliqué. Euh, Par rapport à la communication, du coup, comment pourrait agir le biais de Dunning-Kruger? C'est une bonne question. Je le mets pas tout, j'ai pas tout à fait en tête là pour l'instant, mais oui, oui, ça me fait un petit peu penser au phénomène, par exemple, de mansplaining, dont on parle de plus en plus, où parfois des personnes vont commencer à expliquer à un expert, une experte, ce dont il ou elle est experte, alors que nous, on n'en sait rien, par exemple. Tiens, j'ai eu le résumé du bouquin que tu as écrit hier, je vais te l'expliquer. Ça, c'est assez compliqué. Ça pourrait être un effet de Ning-Kruger. Comment faire dans ces cas-là? Mais je pense que la personne qui perçoit que, tiens, on est en train de m'expliquer ce pourquoi j'ai mis toute ma vie, par exemple, ou voilà, la personne qui se sent se faire expliquer le monde, je pense que c'est aussi pouvoir à un moment dire, ah ben merci, j'ai l'impression que vous essayez de me communiquer un truc pour en apprendre tout plein, et c'est super sympa de votre part. Simplement, en fait, il se fait que j'ai une expertise là-dedans, donc c'est super chouette, on pourra en discuter plus avant si vous voulez, mais là voilà, j'ai l'impression que vous êtes peut-être sur une phase d'apprentissage, si vous voulez, on en reparle dans quelques temps, quoi. Et alors, pour terminer avec la gestion de conflits, je me dis aussi peut-être pour se laisser plus de place dans la parole, dans la communication, soit c'est utiliser les bons pronoms aussi. Donc, par exemple, éviter peut-être de toujours dire tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas ça, ou Ah tu n'es pas oui. assez ci, tu n'es pas assez ça. Et peut-être même juste, du coup, se laisser un peu plus de place et dire j'ai l'impression que ça change. Ça a un Oui, poids quand même. oui, oui, j'avais pas Oui, du tout ciblé au début. Au début, je pensais que tu parlais des pronoms, faire attention aux pronoms, par exemple, par rapport au effectivement, bien mégenrage, mais sûr, bien sûr. Oui, euh, aussi, bien sûr, aussi, mais bien c'est que sûr. oui, utiliser le je, ouais, très Mhm. compliqué. Au lieu du on aussi. Moi, je sais que ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à appliquer, mais c'est beaucoup plus facile de dire, oh, c'est difficile pour nous d'entendre ceci, ou oh, on a parfois du mal. Ben non, et parfois c'est que ça fait du bien d'assumer un je. En fait, dans cette situation, je me sens pas bien. C'est pas que on pourrait se sentir vexé. Non, je suis vexé que tu aies dit ça. Ça, c'est que, bon, ça peut être retourné un petit peu. Ça peut être un peu un reproche. C'est plutôt je me sens blessé parce que j'ai vu qu'il y avait ceci, cela. Mais en tout cas, d'utiliser le je, c'est sûr que pour soi, ça nous affirme un petit peu. Et je pense que le message est plus fort aussi, simplement de pas. Oui, d'avouer que c'est soi-même qui ressent ça et que c'est pas une règle générale qui s'appliquera à tout le monde. Non, c'est moi dans cette situation, je me sens pas bien. Je crois que c'est très important. Ouais. Et donc, bien évidemment, je pose toujours encore une dernière question, même si je dis que c'était la dernière. Quel conseil est-ce que tu donnerais justement aux personnes qui nous regardent pour améliorer notre communication, pour faire en sorte qu'elle soit non violente? Hmm. Oui, je pense que c'est une bonne question en général quand on va communiquer quelque chose pour lequel on sent que ça peut être mal pris, de vraiment bien cibler ce qu'on attend de cette communication. Je pense que ça peut être très positif dans plein de cas. Communiquer le fait qu'on ne se sente pas très bien, je pense que ça peut vraiment sauver parfois des relations ou même sauver le rapport qu'on a à soi et le fait de respecter nos limites. Je pense que c'est vachement intéressant de pouvoir voir pourquoi on le fait, simplement d'essayer de réfléchir aux motivations derrière et est-ce qu'on va bien respecter ses limites en le faisant aussi, parce que ça les personnes people pleaser par exemple ont parfois tendance aussi à réussir à dire un tout petit peu mais à quand même se sentir perdante au final, ce qui peut être difficile en termes de ce qu'on appelle l'impuissance acquise, quand on échoue à répétition, on a l'impression qu'on n'est pas capable de réussir, ça peut parfois se jouer aussi dans la communication, donc de bien se poser la question de ok, qu'est-ce que je m'apprête à faire, pourquoi je le fais, et éventuellement en discuter avec d'autres personnes non concernées d'ailleurs, hein, pour essayer un peu d'évaluer est-ce qu'on prend bien soin de soi, est-ce qu'on prend bien soin de l'autre, et est-ce qu'on essaie de prendre soin de la relation, ou en tout cas de ce qu'elle peut devenir, quoi. Même si c'est vers une rupture, en tout cas de soigner jusqu'au bout ce qu'on a construit ensemble. Merci beaucoup Sarah, on a essayé en tout cas de survoler le sujet de la communication violente et non violente. C'est une thématique qui est tellement intéressante parce qu'elle nous concerne tous.
à tout âge, bien évidemment, envers tous les êtres humains de cette terre, quelque part, et même autres. Même les êtres vivants. Oui, c'est ça, en fait, juste les êtres vivants, juste entre nous. Et enfin, j'ai l'impression que là, on doit déjà finir cette partie de podcast. C'est un sujet qui est tellement intéressant et n'hésitez pas aussi à retrouver la première partie dans laquelle Sarah aussi parle de certaines sources, des ressources aussi, des outils à utiliser. Et ne perdez surtout pas espoir pour les personnes qui ont du mal à communiquer verbalement ou à reconnaître vos émotions. C'est pas peine perdue, c'est pas la fin, c'est pas terminé. Vous pouvez toujours le faire, c'est juste petit à petit. Prenez votre temps, laissez du temps au temps aussi et soyez tolérants envers vous finalement. Aussi. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Sarah, pour clôturer cette partie. Mais c'est vrai que là, j'ai pas donné énormément de ressources, j'y ai pas réfléchi plus que ça, mais c'est que en communication non violente, il y a énormément de choses qui se sont faites, et je pense que c'est important aussi de rappeler que parfois, il y a des personnes qui n'y seront pas ouvertes, et que ça, c'est hyper important aussi de pouvoir se protéger de ça et de ne pas mettre du temps, de l'énergie face à une personne qui ne veut pas entendre vos besoins, ne veut pas vous respecter. Ça, malheureusement, c'est parfois foncer dans un mur. Et donc, vous avez aussi le droit de vous respecter. Donc, voilà. On fait comme on peut avec les personnes qui sont ouvertes à la communication. Il faut aussi accepter de se respecter dans ces cas-là, c'est super important. Votre santé mentale avant tout, c'est super important de le rappeler aussi. Merci beaucoup Sarah pour cette partie, cette deuxième partie, et à très vite pour la troisième partie de ce podcast. Yes. Merci.